Pourquoi vous êtes raciste, Marine Le Pen ? Mais je ne suis absolument pas raciste. Sarkozy devient donc le deuxième ex-président français condamné par la justice sous la Ve République. Les enquêteurs auraient retrouvé 150 000 € en liquide chez Eva Kaili et 600 000 € en billets chez son père. Il n'y a pas d'argent magique. Les élections européennes approchent à grands pas et le 9 juin prochain, un nouveau Parlement sera élu par les peuples européens. Ces élections sont particulièrement importantes. Elles vont donner le ton pour 5 ans dans les instances européennes. Et comme partout, avec des élus conservateurs et néolibéraux, faut pas s'attendre à des miracles pour les droits sociaux et les avancées écologiques. Des miracles ? Personne ne s'attend jamais à des miracles, Juste si on peut éviter l'indécence. Et oui, l'indécence des lobbies qui ont le lobby de l'indécence. Arrête de faire des blagues. On le sait, le Parlement européen est sous perfusion des lobbies. Ça a même défrayé la chronique façon barbouze, valise de gros billets, etc. C'était le Qatargate. Ah oui, c'est vrai, cette histoire avec une vice-présidente du Parlement européen et ses valises de billets. Qui aurait pu prédire ? Les enquêteurs auraient retrouvé 150 000 € en liquide chez Eva Kaili et 600 000 € en billets chez son père. Même somme pour Pier Antonio Panzieri. Des cadeaux siglés Qatar auraient aussi été récupérés par les enquêteurs. Stupéfaction et consternation au Parlement européen. Une enquête interne est lancée pour faire la lumière sur ce scandale qui porte maintenant un nom. Le Qatargate. Elle a été arrêtée et attend son procès. Et si elle nie toute faute, elle n'a pas pu donner d'explication convaincante sur l'origine légale de ces sommes astronomiques en liquide. Ce sont des chasses à l'homme, je déteste ça. Et puis cette histoire n'a rien à voir avec du lobbying, c'est de la corruption pure et simple. Il faut pas tout mélanger, c'est pas Gérard Majax ici. La différence entre lobbying et corruption est de plus en plus floue. Est-ce encore du lobbying que d'inviter un député dans un restaurant 3 étoiles quand l'addition monte à plusieurs milliers d'euros ? Même si, on vous l'accorde, il y a une différence entre un repas avec des lobbyistes et de la corruption grand cru. En plus, nous les Français, la corruption grand cru, on sait faire. Regardez nos présidents, Giscard et ses diamants, Chirac et la mairie de Paris et Sarko. On en parle de Sarko. Ah mais oui, il a été condamné jusqu'en appel en plus. Pour corruption, on est quand même vachement fort en président véreux. Sarkozy devient donc le deuxième ex-président français condamné par la justice sous la Ve République. Le tribunal correctionnel de Paris a tranché tout à l'heure. Il est donc reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, dite aussi l'affaire Paul Bismuth. Alors oui, bien sûr, il y a une différence de level entre un repas avec des grands groupes d'intérêt privé et faire ce que Sarko a fait. Vous voyez un magistrat avec un poste hyper prestigieux pour qu'il le renseigne sur sa mise sur écoute. Oui, là, on est plutôt sur un level parrain. Mais qu'on en soit là, à pinailler pour savoir si c'est encore du lobbying ou si là, non mais là, ça dépasse vraiment les bornes, c'est quand même un gros problème. Force est de constater que le lobbyisme a une place de plus en plus importante et de plus en plus dangereuse pour nos sociétés démocratiques. Et voilà ce qu'on va essayer de comprendre dans ce nouvel épisode. Qu'est-ce que le lobbying ? Comment ça marche ? Pourquoi faire ? Et surtout, d'où ça vient ? Parce qu'avec l'impact des lobbies sur nos vies, on peut se demander si... Bon, d'abord, le lobbying, qu'est-ce que c'est ? La première chose à faire, c'est de distinguer le lobbying du plaidoyer. Sur le fond des choses, ça vise le même objectif, influencer la décision publique. Mais la différence est de taille. Le plaidoyer, c'est ce que font Greenpeace ou Amnesty International. Plaidoyer, c'est tenir un discours volontairement public et transparent auprès d'une autorité pour qu'elle prenne en compte les intérêts que l'on représente. Le lobbying, il vise la même chose, mais il fonctionne essentiellement sur le secret et la discrétion. Petite réunion informelle, petit déjeuner discret, petit rapport déposé sur le bureau, et le tout avec le moins de transparence possible. On voit donc que la différence tient surtout dans le fait que le plaidoyer se fait dans la transparence et la publicité, alors que le lobbying cherche des moyens plus discrets d'influencer la décision publique. Or, la décision publique est de plus en plus influencée par le lobbying. Il y a même une institution européenne qui est devenue très dépendante des lobbies, la Commission. Dépendante, mais c'est-à-dire accro ? Concrètement, pour faire son travail, la Commission européenne a besoin des lobbies. Mais elle pourrait pas faire sans, mais pardon ? Et c'est pas nouveau. Alors, c'est pas vraiment dès le début, c'est plutôt quand les institutions européennes ont commencé à se développer, à avoir années 60, ce que C'est vous ça. écrivez dans votre livre. Voilà, tout à fait. Donc, quand les pouvoirs allaient plus loin que juste le charbon et l'acier, Oui. on a commencé à réguler vraiment tout le marché, que là, en effet, il y a eu une sorte de développement croisé entre les deux. Et donc, la Commission européenne, assez tôt, a compris l'intérêt qu'elle avait à avoir en face d'elle des fédérations, des entités qui étaient auprès d'elle, qui représentaient un peu tous les secteurs économiques et qui pouvaient lui parler au nom de ce secteur. Donc organiser en quelque sorte le lobbying, c'est ça. Mais attends, pourquoi ?
La commission manquerait de moyens et d'expertise pour comprendre ces trucs hyper compliqués qu'elle a à faire. Alors les gentils industriels, ils font des gros groupements entre eux pour aider la pauvre Commission européenne qui ne comprend pas tout bien comme il faut. Elle avait besoin d'informations, elle les avait pas. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs aspects. Premièrement, il y a un aspect information, c'est qu'en effet, elle a besoin d'avoir des informations qu'elle n'a pas toujours parce qu'elle régule beaucoup de choses, le marché unique, elle régule les services financiers, elle régule la taille des poules, des cages de poules, les pesticides, les relations commerciales. Et donc pour ça, il faut énormément d'informations, de compréhension technique, de chiffres, mais aussi de comprendre quels sont les problèmes qui se posent quand une loi, quand une directive est appliquée, concrètement comment ça marche. Ah bah c'est sûr que s'ils savent pas comment ça marche, faut bien leur expliquer. Qui de mieux que les lobbies pour expliquer la vraie vie ? C'est ainsi un premier argument pour les lobbies. Ils sont au plus près du terrain, ils sont plus experts, les décideurs politiques devraient les écouter. C'est une litanie néolibérale très connue et ancienne. Il faut écouter les intérêts privés parce qu'ils savent mieux que les politiques ce qui est bon. Ils savent mieux parce que ce sont des entreprises qui sont donc expertes de leur outil de production. Inutile d'avoir des économistes, des juristes, des syndicats, des administrateurs publics. Ceux du privé sont beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce que Macron avait avancé pour changer le principe de faveur. Et Mélenchon l'a bien rappelé lors de son intervention du 1er mai. Le deuxième quinquennat commence aussi mal que le premier. Le premier a commencé par une révision du Code du travail qui a détruit le principe de faveur, qui fait que dans la République sociale qui avait été fondée à la Libération, il était interdit d'avoir un accord dans une entreprise qui soit inférieur à l'accord de branche, interdit d'avoir un accord dans la branche qui soit inférieur à ce que la loi avait donné. C'est ça le principe de faveur. Et c'est cela qu'a renversé Macron. Et il s'est trouvé tout de suite toutes sortes de beaux esprits pour dire oui, on négocie au plus près du terrain. Au plus près du terrain, c'est pas là qu'on est le plus fort. C'est juste l'endroit où on est le plus obligé de se battre. C'est tout pour arriver à survivre. Et arriver à survivre, les lobbies n'en sont plus là, eux. Ce thème néolibéral d'une expertise innée du privé a tellement grossi qu'il a fini par devenir une partie intégrante de la théorie politique néolibérale. Au fondement du néolibéralisme, il y a l'idée que pour gouverner, il faut collaborer avec les acteurs économiques. Il faut les faire participer le plus tôt et le plus vite à la décision politique. La Commission européenne est un très bon exemple de la mise en pratique de cette théorie. Et il lui fallait aussi une compréhension un peu plus politique des choses. Ça veut dire que quand on régule l'Union européenne, le marché unique, c'est très complexe parce qu'on fait des lois qui s'appliquent à l'ensemble des 450 ou 500 millions d'Européens, 27 États membres différents. Et donc, il faut réussir à pouvoir faire des compromis qui plaisent à tout le monde, c'est très complexe. Et donc, avoir des interlocuteurs uniques qui représentent l'ensemble de l'industrie européenne, ça peut permettre de commencer à appuyer les compromis, à voir avec eux comment faire des compromis qui puissent plaire à tout le monde. Et pour plaire à tout le monde, elle fait ça tout le temps. Dès qu'elle a une idée de régulation, paf, elle sort un groupe d'experts dans lequel elle y met une bonne partie du gratin du secteur économique qu'elle veut réguler. Vous avez les groupes d'experts. Donc, c'est des groupes d'experts extérieurs à la Commission européenne qui sont créé par la Commission européenne, dans lequel vous avez des représentants de divers acteurs intéressés par une thématique, le changement climatique, la taille des pneus des voitures, les relations commerciales, et qui vont, dans cet espace-là, parler à la Commission européenne et donner beaucoup d'informations. Et quand on donne beaucoup d'informations, on ne parle même pas de lobbying à proprement parler. Tout ça, c'est dans le processus décisionnel de la Commission. En plus, le lobbying sur les institutions européennes s'est beaucoup affiné depuis quelques années, comme un bon fromage qui pue. Exemple concret, des chercheurs ont montré comment de grands groupes avaient utilisé les sous-capacités humaines et intellectuelles de la Commission pour forcer leur projet de fusion. Sous-capacité humaine et intellectuelle, mais quel programme de gauchistes décérébrés! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ce que montre l'article, c'est que quand un grand groupe qui a beaucoup de moyens veut fusionner avec un autre, il va déployer une stratégie assez simple pour faire plier la Commission. Concrètement, pour fusionner, il lui faut une autorisation de la Commission qui vérifie que le projet de fusion ne va pas altérer la bonne concurrence sur le marché. C'est un processus assez compliqué avec des études économiques très complexes. Et le grand groupe va profiter de cette complexité pour spammer la Commission. Il va dépenser beaucoup d'argent auprès de cabinets d'experts juridiques et économiques qui vont produire des rapports de plus ou moins bonne qualité et les envoyer à la Commission. L'effet est redoutable. Les services de la Commission étant limités, ils sont noyés sous les informations, ce qui rend leur travail d'analyse critique beaucoup plus difficile. Et ce n'est qu'un exemple de la complexité des stratégies de lobbyisme qui mélangent influence et expertise. Jusque-là, dans cet épisode, on s'est beaucoup concentré sur l'UE et la Commission, mais cette question concerne aussi l'exercice macronien du pouvoir. Surprise, surprise, McKinsey, BlackRock, Rothschild. Emmanuel Macron s'est fait le champion de cette théorie, on l'entend presque le dire lui-même. Les décideurs publics doivent plier face à l'expertise économique des acteurs privés. Ils ont une connaissance beaucoup plus profonde que l'administration, qui est un peu datée et inefficace, un peu molle.
Cette rhétorique, on l'a vu, il l'a utilisée pour justifier le détricotage de la protection sociale. Mais pas besoin d'avoir un code du travail, c'est encombrant. Il vaut mieux la négociation entre les acteurs concernés et au plus près du terrain. Cette théorie néolibérale du pouvoir transpire en permanence dans le macronisme. À n'importe quel problème de politique publique, ils répondent la même chose. Regardez. Pensez l'amélioration du métier d'enseignant. Réponse A. Créer une commission d'experts pédagogiques choisis par les pédagogues, administrateurs et enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Réponse B. McKinsey. McKinsey! Bonne réponse! Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec l'ensemble d'organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Construire la stratégie vaccinale contre le Covid. Réponse A. Organiser un travail d'experts choisis parmi les médecins, administrateurs, directeurs d'hôpitaux du ministère de la Santé. Réponse B. McKinsey. Réponse C. Un méga contrat à McKinsey. Le méga contrat à McKinsey! Bonne réponse! Sinon c'est trop compliqué à mettre en place. Il faut avoir en tête que concevoir une telle infrastructure opérationnelle dans des délais aussi courts, c'est un enjeu auquel une administration n'est confrontée que de manière très épisodique. Et j'ai envie de dire heureusement. Et peu importe si on s'était très bien débrouillé en 2009. On a vécu une autre situation 2009-2010, au moment de l'épisode de grippe H1N1, où le choix avait été radicalement différent et entièrement géré par l'administration de ce pays, de faire de ce qu'on appelait des vaccinodromes, entre guillemets. Le recours au cabinet de conseil par la Macronie souligne le poids de ce discours néolibéral sous-jacent. L'expertise ne se trouve pas dans les administrations et les institutions publiques. Il faut donc la chercher ailleurs, dans les cabinets de conseil et chez les lobbies. La question de savoir si nos décideurs politiques sont juste bêtes ou corrompus est ainsi plus compliquée qu'une question en oui ou non. Elle nous invite à comprendre comment le néolibéralisme organise le pouvoir. Sans surprise, cette disposition du pouvoir ne mène qu'à un cercle vicieux, qui engendre encore plus d'idéologie néolibérale. Le processus est simple. Étape 1. Le néolibéralisme fait rentrer ce qu'il désigne comme étant l'expertise économique privée dans l'exercice de la puissance publique. Par exemple, la Commission européenne crée un groupe d'experts sur le sujet de la production industrielle. Étape 2, cette expertise économique étant liée institutionnellement aux intérêts économiques privés, ne va produire des analyses que dans un sens, celui qui arrange ses affaires. Par exemple, le groupe d'experts sur l'industrie ne verra l'écologie que comme une question accessoire. Étape 3, on en revient au point de départ. Les experts ont parlé, ils disent de faire ce que le néolibéralisme a toujours proposé, dans notre exemple, déréguler l'industrie. Résultat net de l'opération, on engendre plus de néolibéralisme, mais tout ça déguisé derrière l'expertise. Pour répondre à la question principale qui nous occupe, ils ne sont ni bêtes ni corrompus, ils mettent juste en œuvre la politique néolibérale qu'ils veulent réaliser. Pour ça, ils neutralisent l'expertise publique, ils affaiblissent les universités, dénigrent les administrations, mais valorisent le travail d'experts comme McKinsey. Mais ce n'est rien d'autre que se choisir son propre expert parce qu'il va dire ce qu'on a envie qu'il dise. McKinsey ne propose jamais de plan d'investissement, d'augmentation des taxes et des impôts sur les riches et les entreprises. Il propose une diminution de la régulation et des ressources humaines de l'administration. Alors oui, on peut voir tout ça comme une forme de corruption morale, mais les résultats de cette vision mènent aux tous pourris. Il faudrait flanquer un grand coup de pied là-dedans. Et ça mène très rapidement à l'idée qu'essayer Le Pen, c'est pas mal. En plus, elle est absolument pas raciste. Je ne suis absolument pas raciste et j'ai eu l'honneur de diriger un mouvement politique qui, jamais dans son histoire, n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste. Tant que je ne serai pas, monsieur Gisbert, à vos yeux, tant que je ne serai pas peint en noir, je ne serai pas antiraciste, bien sûr. Si c'est votre humour, d'accord. Oui. Si c'est votre humour, d'accord. Oui. Si c'est votre humour, d'accord. Oui. Absolument pas raciste. Penser que le RN est le parti de la probité ou contre les lobbies, c'est quand même assez comique. Côté probité, un procès doit se tenir en 2024 pour détournement ou complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des attachés europarlementaires du RN. Côté lobby, le RN a évidemment voté contre la taxe des superprofits, pour le report de l'interdiction des pesticides, contre le devoir écologique de vigilance des entreprises et pour les emballages jetables des sauces McDo. D'ailleurs, il y a un petit site très bien fait qui montre à quel point le RN, c'est le super ami des lobbies. Mais ne voir cette compromission que comme de la corruption, c'est la dépolitiser et la réduire à des questions d'enrichissement ou de faveur personnelle.
On en oublie le grand jeu derrière ça. On oublie que ces dispositifs politiques organisent les fonctions sociales. Le lien entre les lobbies et le pouvoir structure la parole publique autour de qui est expert et qui ne l'est pas. Ces dispositifs classent la validité des discours sociaux. Il y a ceux qui sont experts et il y a Jojo, le fonctionnaire un peu bête, qui ne connaît pas la réalité du terrain ou qui la fantasme. Dans le néolibéralisme, il faut tout regarder. Il faut regarder derrière le rideau, regarder la corruption et regarder la politique mise en œuvre. Si ce programme vous a plu, pensez à aller faire un tour sur la page de soutien de Blast. Pour ma part, je vous laisse avec une citation inspirante du genre on peut dire qu'un gouvernement est parvenu à son dernier degré de corruption quand il n'a plus d'autre nerf que l'argent. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'économie politique. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique.